Posera des questions, ça va être très ludique avec notre invité tout à l'heure. Il s'appelle Sacha Savic, il est président de la société RGPD Conforme, spécialisée dans la mise en conformité et la gestion de la conformité des petites et moyennes entreprises au règlement général sur la protection des données RGPD. Toutes vos questions tout à l'heure sur les réseaux sociaux, internet, votre téléphone, bref, on saura tout avec notre invité tout à l'heure et vous pourrez évidemment lui poser vos questions à partir de 17h. Sacha Savic, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir en tout cas. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. On va pouvoir élaborer un champ assez large finalement autour de ces normes. C'est quoi alors? Expliquez-nous ce que c'est exactement. Le RGPD. Le RGPD, voilà, le fameux. C'est un règlement qui a été adopté le 25 mai 2018. Oui. Un règlement européen qui en fait cadre la protection des données à caractère personnel. Ouais. Donc comme le nom, le prénom, la collecte de données d'identité, données de santé, juridiques, informatiques, etc. Est-ce que ça veut dire que avant mai 2018, tout ça c'était un peu un immense bazar? Non, c'était pas un bazar, puisque on a la CNIL en France, la Commission nationale informatique et liberté, qui est le gendarme de la donnée et qui œuvrait bien sûr à cadrer tout ça. Oui. Alors vous êtes président d'une société, président de la société RGPD Conforme. Voilà, c'est une plateforme en fait qui a une notion communautaire et qui permet à moindre coût, en tout cas, aux entreprises à taille humaine, aux petites, moyennes entreprises, PME, PMI, de pouvoir satisfaire à leurs obligations face à ce règlement général sur la protection des données. Ça donne quoi concrètement finalement? Je suis une petite, moyenne entreprise, je fais appel à vos services. En quoi vous pouvez m'être utile? Aujourd'hui, la mise en conformité à ce règlement n'est pas une mince affaire. Le processus en fait impose la mise en place de différentes choses, c'est-à-dire tenir des registres, nommer un pilote, dans certains cas, un représentant auprès des organismes de contrôle, sécuriser les données également selon bien évidemment les préconisations du règlement, tenir des registres, respecter des droits. Il faut savoir que les citoyens ont différents droits, qui est le droit d'accès à leurs données, le droit de rectification, de modification, un nouveau droit, le droit à la portabilité. Et ces droits-là, ils peuvent les faire exercer auprès de leur employeur, bien évidemment, et également tous les applications, les commerces ou les sites qui détiennent leurs données. Très bien. Alors, beaucoup de questions, hein. Je disais, ça va être assez large et assez vaste, Sacha Savic, mais l'affaire Julian Assange, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis déjà de nombreuses années, mais plus la semaine dernière, depuis son arrestation à l'ambassade de l'Équateur à Londres, en Grande-Bretagne, l'affaire Wikileaks. Comment c'est possible aujourd'hui qu'un individu puisse faire fuiter autant d'informations, j'allais dire secrètes, qui mettent en cause aussi un État tel que les États-Unis par exemple? Enfin voilà, un État et différents États. Après, Assange est un hacker, mais est avant tout un journaliste, faut pas l'oublier. Qui a différents réseaux, différents contacts, et l'information que l'homme a produit, je vois pas pourquoi quelqu'un d'autre ne pourrait pas l'avoir. On parle des hackers depuis la nuit des temps, c'est connu. Mais vous répondez pas à la question. Vous dites pas comment on peut avoir accès à des données qui sont censées être protégées, parce que là par exemple on parlait de Julian Assange, donc là on parle quand même de la CIA, on parle quand même de la NSA, donc c'est quand même du très très lourd. Là on revient à votre échelle. Moi la première chose qui me vient à l'esprit, c'est je me dis voilà, je suis une entreprise, vous récoltez mes données. Très bien, il y a une structure, il y a une loi, mais je fais l'avocat du diable. Demain, vous décidez de vendre mes données. Vous décidez de le vendre à un concurrent. Alors, voilà. Parce que loi ou pas loi, vous les avez données, et après c'est fini. Oui, en fait, la mise en conformité de ce règlement n'impose pas en fait de récolter les données. Vous voyez, par exemple, on prend une entreprise lambda, une PME, qui a des salariés, elle va avoir des données sur ses salariés. D'accord. Là, avec le RGPD, il faut tenir un registre où on va noter dans ce registre différents points. On va dire quelles sont les données qu'on a récoltées, à quoi ça sert, quel est le fondement juridique en fait de la collecte de la donnée, et différents points comme ça, mais on ne va pas prendre la donnée en elle-même. Ni la CNIL, ni le règlement, ni personne n'a besoin pour être en conformité au RGPD de donner
ses données salariés, ses données clients, ses données prospects. Donc vous n'avez pas accès concrètement? Pas du tout. La mise en conformité à ce règlement n'impose pas de récolter les données. Comment Julian Assange a pu avoir de telles informations, d'après vous? Ah bah après on a Comment dit c'est possible? On a dit que c'était un hacker, hein, donc avec le piratage informatique. Hein, Oui. et puis après ils ont également différents contacts. Des traîtres, entre Est-ce qu'il y a, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont addicts, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, au téléphone, à Internet, aux réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des protections comme ça que vous pourriez nous donner, des petits conseils pratiques? Honnêtement, oui, alors via Internet, bien sûr, il faut avoir des antivirus à jour, hein, il faut avoir des firewalls, mais surtout... Y compris sur son téléphone? Ah bah sur son téléphone, c'est surtout un comportement. Il faut vraiment faire attention. Voilà. Vous savez, on vous parlait Snapchat tout à l'heure. Ouais. Et ben bon, les gens pensent qu'ils peuvent envoyer des photos et que c'est pas retenu, etc. Ouais. Mais bon, voilà, vous avez peut-être tous des enfants. Je veux dire, on sait qu'ils peuvent faire des captures écran et puis après, diffuser les photos, garder la photo, même faire du chantage. Hein. Et d'ailleurs, le RGPD est parti d'un scandale de Facebook. Hein, je vous le rappelle. Allez-y, c'est quoi? Il y a eu des millions de comptes en fait qui ont été piratés justement. Ouais. Voilà, Et donc c'est effrayant. Ah bah oui, bien sûr, et c'est pour ça que la France est vraiment précurseur sur ce sujet, sur le RGPD, puisqu'elle a déposé un projet qui a été adopté. Donc, et il y a des millions de comptes qui ont été piratés et des photos de gamins, d'enfants qui se sont retrouvés sur des sites pédophiles, des sociétés également qui avaient des données sur leur compte Facebook et qui ont subi le cyber-rançonnage, et donc des gens qui se sont suicidés, des entreprises confirmées, des familles qui ont éclaté. Hein. Ça a été un scandale mondial. Donc Snapchat, c'est vraiment à éviter, quoi, non? C'est ce que vous me dites? Non, après, si vous voulez... Non, mais allez-y, dites-le moi, j'utilise pas, je m'en fous. Non, mais on va pas, je veux dire, interdire les gens d'évoluer avec leur temps. Mais maintenant, voilà, il faut, je pense, en tout cas, c'est mon humble avis, il faut consommer ça avec modération, bien évidemment. Et faire attention, voilà, pas exposer des photos, pas exposer de données personnelles. Après, vous savez, c'est comme tous les outils. Surtout les réseaux sociaux en général, parce qu'on parle de Snapchat, mais on sait que par exemple sur Facebook, sur les comptes perso, il y en a beaucoup qui mettent des photos de leur famille, beaucoup qui mettent des photos de leurs enfants en vacances, quoi que ce soit. Faut éviter. Ah bah bien évidemment. L'usurpation d'identité, il y a l'usurpation d'identité. Même si on est sur un compte personnel où on est censé être entre amis. Regardez, il y a encore quelques mois, il y a eu un scandale Facebook qui se sont fait redresser, parce que justement, ils vendaient des données. Avant ça, quasiment tous les ans, on a les GAFAR, Google, Yahoo, Facebook, qui ont des amendes et des sanctions par la CNIL, entre autres. Quel est le réseau social le plus vulnérable ? D'après vous, d'après votre retour, votre expérience. Honnêtement, après moi mon retour c'est Facebook. Ah oui. Mais après voilà, j'ai pas eu le retour des autres réseaux sociaux. Bon, Faiza, t'entends Twitter, t'es tranquille toi, c'est bon. Heureusement, parce que là je me sens pas, je pense que si on m'enlève Twitter, je vais me sentir pas bien. Mais après c'est vrai que c'est problématique parce que comme l'a dit monsieur, voilà, on essaye un peu de vivre avec notre temps, et les outils comme Snapchat, Facebook, Instagram, où on a tendance de manière un peu parfois légère, et moi la première, à diffuser nos lieux de vacances, des photos de nos enfants, des photos en milieu professionnel, des choses hyper perso avec des membres de nos familles et tout. C'est sûr que c'est en fait on adopte un peu des comportements qui peuvent nous porter préjudice, qui peuvent être dangereux, d'autant plus que, il faut le rappeler, le gouvernement a annoncé en début d'année qu'il allait expérimenter la possibilité de comparer les revenus fiscaux déclarés avec les photos qui sont postées sur les réseaux sociaux pour voir s'il n'y a pas des incompatibilités, disons, avec notamment les personnes qui bénéficient des minima sociaux. Donc en fait, c'est-à-dire que le gouvernement va se servir de ce qu'on poste de notre plein gré pour faire un peu du flicage sur le niveau de vie des Français, et ça pour moi ça pose aussi problème. Sacha Savic, ça c'est problématique quand même. Ah oui, bien évidemment. Ouais. Évidemment. Oui. Mais bon, il y a des pays où ça se fait depuis longtemps. Ah bon? Et genre Oui, on va pas jouer l'Assange, on va pas. Ah oui. Si, on joue l'Assange. C'est intéressant. Oui, bien sûr. Non, vous prenez l'exemple de la vidéosurveillance en Angleterre. Oui. Ça fait des années qu'ils utilisent la vidéosurveillance pour croiser en fait des données. Ça s'appelle des croisements de fichiers, des croisements de données, pour pouvoir interpeller les gens. On s'y est mis en France récemment également. Et là, oui, c'est dramatique effectivement, mais ils vont utiliser les photos des réseaux sociaux, ce que vous allez poster, pour essayer de prouver que vous gagnez plus d'argent ou que vous avez tel ou tel mode de vie. Sacha Savic, c'est très compliqué en plus d'avoir une vie privée quand on a par exemple installé Facebook sur son téléphone et qu'on utilise Facebook. Pourquoi?
Bah parce que vous dites à votre femme je vais acheter du pain et elle voit que finalement vous êtes à telle adresse qui ne correspond en rien à la boulangerie. Ah, c'est problématique, j'aime ça peut occasionner quelques problèmes quoi. Le cliché quoi. Non mais c'est une vraie balance Facebook et le téléphone en l'occurrence. Non bah surtout à notre époque, vous savez après tous les moyens de communication permettent aussi il y a les plus, il y a les moins. Après il faut pas dénigrer je pense. Non, mais après, il y a les employeurs aussi. Parce que ça, oui, c'est terrible, les employeurs. Absolument. Il y a les employeurs qui espionnent. Il y a même plus de vie privée, vie de professionnelle. Oui, mais le règlement général sur la protection des données a justement été fait pour ça. Après, on compte aller entre 10 et 15% des entreprises françaises et européennes. Est-ce que c'est vraiment respecté ? Franchement, la plupart des employeurs utilisent ces réseaux sociaux pour avoir un profil des personnes potentiellement intéressantes pour eux, quoi. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a à peine allé entre 10 et 15% des entreprises européennes qui sont en conformité à ce règlement-là. Maintenant, ils vont être contraints et obligés de le respecter parce qu'il y a de lourdes sanctions. C'est pas simplement un règlement qui a été imposé comme ça, qui a été mis là pour faire plaisir à tout le monde. Ça a vraiment un enjeu mondial en fait, parce que les sanctions, c'est 4% du chiffre d'affaires, 1 500 000 € d'amende en sanctions pénales, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, des sanctions rendues publiques qui sont... Les lois sont appliquées vraiment ? Ah oui, bien évidemment. Vous voyez, la CNIL a laissé 1 an en fait aux entreprises à taille humaine, vu que il y a eu une mauvaise communication, pour se mettre en conformité. C'est-à-dire à partir du 25 mai 2018. Aujourd'hui, nous on est sur le terrain tous les jours. Ouais. Tous les jours, on rencontre des dirigeants d'entreprises, on rencontre des PME, des TPE, des commerçants, des associations qui, par exemple, eux, sont un président, une présidente d'association. Elle fait ça bénévolement, c'est sa passion. On prend un club de judo, elle va prendre des photos, des adhérents, des gamins, etc. Si demain ces photos-là se retrouvent sur des sites pédophiles, derrière le président ou la présidente, encourt de l'emprisonnement, des amendes, alors qu'elle a rien demandé. Et j'ai une autre question qui n'a, je referme cette parenthèse. Oui. Comment vous faites pour gérer lorsque vous êtes face à des cas de cyberharcèlement ? Parce que si vous devez protéger des données et que vous avez une victime, qui est victime de cyberharcèlement, comment vous faites ? Parce que vous pouvez pas les utiliser ces données, sachant que vous n'y avez pas accès, vous m'avez dit. Mais comment vous faites ? Parce que comment vous faites pour protéger ? En fait, je vous explique. Nous, quand on rencontre expliquez-nous. Ça tombe bien, vous êtes là pour ça. Je suis là pour ça. Voilà. Quand on rencontre une entreprise, on va faire un audit. Oui. En fait, on va auditer tout le parc informationnel. Oui. On va auditer également. Donc, on a des logiciels qui nous permettent, avec des questions précises, avec des codes, avec des normes, d'étudier le système de sécurité informatique de la personne. Suite à ça, en fait, on va faire une charte de sécurité des systèmes informatiques et on va mettre en place des préconisations avec un mot de passe qui dépasse 8 caractères, avec tel antivirus, tel firewall, avec on va rééduquer en fait les gens. Vous voyez, quand on accède à un PC où on a une clé USB qui traîne par exemple sur un bureau où il y a des données, n'importe qui peut voler cette clé-là, utiliser ces données-là et en faire tout et n'importe quoi comme du cyberharcèlement par exemple. Ça, avec justement cette charte de sécurité des systèmes informatiques, on va l'interdire. On va faire signer des clauses, on va faire signer des avenants au contrat, où on va obliger les gens en fait derrière. Et c'est vrai que le système de sanctions de ce règlement général sur la protection des données est quand même très dissuasif. D'accord, donc c'est des systèmes qui bloquent en fait l'accès. Quelques questions pratiques. On m'a toujours dit par exemple qu'il était préférable d'utiliser un Mac qu'un PC par exemple. Oui, mais c'est plus vrai ça. C'est plus c'est plus vrai. Ça peut être piraté aussi apparemment. Très bien. Bon, c'est bon à savoir. Est-ce que c'est vrai que quand on utilise WhatsApp, nos conversations sont cryptées ? Alors oui, à l'origine c'est crypté, mais il faut savoir que les conversations, normalement, se trouvent sur un serveur, puisque c'est obligé de passer sur un serveur pour arriver au destinataire. Donc oui, effectivement, c'est crypté. Mais bon, après, vous voyez, il y a des gamins qui ont réussi à rentrer dans le Pentagone. Pourtant, les données, je pense que les données étaient hyper cryptées. Et puis voilà. J'ai une petite question à vous poser qui m'intéresse à plusieurs titres d'ailleurs. Comment on fait pour savoir si on est sur écoute ? Honnêtement, là, je peux pas vous donner. À mon avis, je pense que t'es pas le seul à te poser la question. Dites-moi, parce que je me pose la question, moi. Est-ce que je suis sur écoute, par qui, comment on peut pas le savoir. Il y a pas moyen de. Il y a aucun moyen de savoir. Honnêtement, après, ils mettent des. Non, mais si vous voulez me le dire en antenne, vous pouvez me le dire aussi. Non, mais je sais pas. Vas-y. Ça dépasse mes fonctions. Bon, très bien. Alors, par exemple, tiens, quand on va sur Internet, oui. Est-ce qu'il y a un navigateur qui est conseillé plus qu'un autre ?
entre Internet Explorer, Firefox, Google Chrome? Est-ce qu'il y a des navigateurs qui sont quand même beaucoup plus sécurisés que d'autres? Alors en antivirus, en firewall, je peux vous répondre. Après au niveau du navigateur, nous on va tout sur Google. Il y a Chrome, après il y a Firefox, ainsi de suite. Mais honnêtement, un navigateur plus sécurisé que l'autre, je peux pas vous répondre malheureusement. Ouais. Donc alors c'est vrai qu'on apprend des choses quand même. On apprend que Mac, moi j'ai toujours appris que finalement il y avait jamais de virus, que ça marchait nickel, qu'il n'y avait pas moyen de se faire pirater. On apprend que oui, grâce à vous, Sacha Savic, ça c'est. Oui, grâce à moi. Oui, voilà, c'est grâce gentil, à vous. mais. Bon, alors vous êtes donc vous avez créé cette société qui marche plutôt bien. C'est une plateforme, une plateforme qui se veut communautaire, ouais. et qui permet d'une part en s'inscrivant en fait sur cette plateforme de bénéficier gratuitement de conseils juridiques. Donc on est en lien via un chat avec des juristes experts qui vous répondent gratuitement sur le RGPD, mais sur diverses questions juridiques. Les sociétés à taille humaine, puisque nous sommes spécialisés dans les sociétés à taille humaine, peuvent télécharger un guide dédié. Si vous allez sur le site de la CNIL, vous avez un guide pour vous mettre en conformité, mais c'est le guide des PME, guide des professionnels de santé, ou encore des sous-traitants. Nous avons en fait créé des guides pour les commerçants, les agences immobilières, les transporteurs, les sociétés de mécanique de précision et autres. Et en même temps, ils ont accès à une veille juridique et à différents outils qui leur permettent en fait gratuitement de se mettre en conformité. Et d'un autre côté, sur cette plateforme-là, on a en fait un accès où là ils peuvent souscrire à un abonnement. Donc pour des sociétés à taille humaine jusqu'à 10 salariés, on va être à un forfait d'€1 par jour. Donc c'est dérisoire, c'est symbolique, mais c'est l'automatisation en fait de notre plateforme qui nous permet de pouvoir sortir ces forfaits-là. Voilà. D'accord. Pour que tout le monde puisse se mettre en conformité. Alors effectivement, quand on parle de RGPD, on pense aux grosses structures. Alors effectivement, plus on gère de données, plus on est concerné et plus on a de risques en fait face au RGPD. Mais vous prenez demain une société qui fait de la livraison à domicile, un restaurateur. Il va avoir un logiciel pour enregistrer le nom, le prénom, l'adresse, le digicode de la personne chez qui il va livrer son plat. Si demain ces données-là entrent en possession, de quelqu'un qui veut aller cambrioler, violer, dérober, agresser, qui est-ce qu'on va aller chercher? C'est la personne qui est à l'origine de la collecte, c'est-à-dire le restaurateur. Et là, les conséquences peuvent être dramatiques. Et donc du pénal, des amendes et ainsi de suite. Et donc c'est vraiment ces petites sociétés-là, les sociétés à taille humaine, qui effectivement, comme ça, au premier abord, ne sont pas concernées par le RGPD, mais c'est elles qui risquent le plus, en fait. Ah ouais. Voilà. Petite question aussi, on m'a toujours dit qu'il fallait faire attention quand on se connecte à une Wi-Fi publique. Ah oui, vrai totalement. Pourquoi? Et c'est soumis au RGPD. Parce que tout le monde peut accéder au Wi-Fi public. Et donc on peut se connecter, si vous voulez, à votre ordinateur. Lorsqu'on va par exemple dans une gare ou dans un aéroport, on se connecte dans une Wi-Fi. Un Wi-Fi public. Et on me demande d'accepter les conditions générales. Qu'on lit jamais, faut le dire clairement. Personne ne lit les conditions générales. Ah, c'est ça. Le Wi-Fi public, c'est très dangereux. Voilà, parce qu'on peut accéder à vos données, à votre PC, prendre la main, récupérer vos documents bancaires par exemple, et vous faire du chantage et ainsi de suite ou l'usurpation d'identité. Ça peut aller très loin, bien sûr. D'accord. Donc quand on est content d'avoir de la Wi-Fi lorsqu'on a pris l'avion. Vaut mieux éviter Vaut mieux éviter, oui, si vous avez des hackers ou des pirates à côté, le Wi-Fi public, vaut mieux éviter. Et ces fameuses grandes entreprises que sont les aéroports ou la SNCF, pour ne citer que, elles ont quand même un système de protection quand même, non? Oui, bien sûr, mais après, vous savez, si vous avez votre voisin ou quelqu'un qui est dans le train, qui partage le même réseau que vous, et c'est un pirate et il veut récupérer des données, c'est pas ce qui va l'arrêter. Il n'a pas sécurisé la Wi-Fi, par exemple. On nous apprend que dans quelques semaines, voire quelques mois, la Wi-Fi sera disponible dans tout le métro parisien. Oui. C'est pas conseillé de s'y connecter, donc. Ah non, puisque tout le monde s'y connecte. Oui. Bon, c'est bon à savoir. Voilà, mes amis, on a l'impression que tout ça, ma chère Faiza, toi qui vis en avion samedi, quand tu vas arriver à Orly, voilà quoi. me connecterai pas, on sait jamais. Mais non, mais je suis plutôt prudente là-dessus, d'autant plus que de par mon activité professionnelle, je suis amenée à travailler avec des données qui sont sensibles et que parfois je peux même pas utiliser tellement elles sont sensibles. Je fais hyper attention, notamment on parlait tout à l'heure de WhatsApp. WhatsApp, oui, certes, c'est quelque chose, il y a un chiffrage, c'est quelque chose qui est théoriquement sécurisé, mais moi, quand ça devient trop sensible, je sors de WhatsApp.
et je pars directement sur quelque chose comme Telegram ou Signal par exemple que Telegram. Il y a Signal, ouais. Signal, il paraît que c'est très bon. C'est bon. Après, ils ont une mauvaise qualité d'appel, mais dans les messages, en tout cas, c'est très bien. Telegram, je pense que ça fait Telegram, ça a été utilisé par les djihadistes, non? Telegram, je crois. En fait, elle est surnommée la messagerie des terroristes. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de groupes comme ça qui se structurent via Telegram, des appels à des attentats qui ont été préparés, fomentés via des messageries Telegram. On connaît l'histoire de Rachid Kassim notamment qui avait radicalisé des jeunes filles par Telegram et il n'a jamais été attrapé. Après, là où les gens parce que j'ai déjà entendu ça, j'avais travaillé un jour justement sur ce système de Telegram pour un article et on nous disait ouais mais la police des fois elle explique que voilà ils ont arrêté telle ou telle personne parce qu'elle communiquait sur Telegram, mais en fait c'est pas Telegram qui a posé problème. C'est le fait que le matin, la personne qui était ciblée par la police, par exemple pour des écoutes, et que la police n'a pas réussi. Le matin, ils se font perquisitionner et ils n'ont pas effacé leur discussion Telegram. Et donc quand la police arrive, elle prend le téléphone et elle trouve la discussion Telegram parce qu'elle s'efface pas si vous n'avez pas pris vous-même une option spécifique qui fait que la discussion s'autodétruit au bout d'une heure. Et en fait, les gens prennent la précaution parce qu'ils pensent qu'il y a que les écoutes qui posent problème, mais non. La police, quand elle vient vous perquisitionner, elle prend votre téléphone, elle l'utilise et parfois même en dehors des règles de droit. Ouais. Oui, parce qu'il faut trouver le bon chiffrement pour tomber sur la conversation. Donc, Telegram, vous connaissez Sacha Savic? Moi, je connais Signal. Ouais. C'est mon avocat qui m'en a parlé. Je vous dis tout. Hein. Ouais. Et apparemment, voilà, il paraît que c'est bien crypté, que en tout cas pour l'instant, c'est plus ou moins bien sécurisé en tout cas. Bon, des questions à poser. Profitez-en, mesdames, messieurs, à Sacha Savic, vous qui êtes addict des réseaux sociaux, d'internet. Vous êtes peut-être une entreprise, vous avez envie de protéger vos données, ce qui est logique. Eh bien, Sacha Savic est là pour répondre à toutes vos questions. 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 en direct jusqu'à 18h avec Audrey Pronosti et Faiza Ben Mohamed et notre invité Sacha Savic, c'est dur à dire, Sacha Savic, voilà, qui est avec nous, donc président de la société RGPD Conforme, avec nous pour essayer d'être le plus ludique possible, pour essayer de répondre aux questions des auditrices et des auditeurs. On va parler aussi des mails, je crois, avec un auditeur qui est avec nous, il s'appelle Jamel. Bonjour Jamel. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à vos invités. Alors, posez votre question, Jamel. Parlez-nous de votre problème que vous avez rencontré dû à un mail, je crois. Oui, exactement. Alors, j'ai reçu un mail sur ma boîte mail. Oui. Et finalement, de ma propre boîte mail, en fait. Alors, donc ça veut dire que c'est comme si vous vous étiez envoyé un mail, c'est ça? Exactement. En tout cas, c'était mon adresse qui est apparue sur l'adresse de celui qui m'a envoyé, en fait. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Vous l'avez ouvert ou pas? Ils vous ont demandé de l'argent, c'est ça? Pardon? Ils vous ont demandé de l'argent? De payer en bitcoin? Exactement. Disons que j'ai été sur un site, machin, et qu'il avait installé un antivirus sur le site, que voilà, il a essayé de prendre le contrôle de l'appareil et de mettre en RDP ou un truc comme ça. Oui, non, mais c'est faux, vous inquiétez pas. Ils font ça à plusieurs gens. C'est quand vous allez sur certains sites où justement ces hackers, ces pirates, ils font de la veille, et puis ils utilisent votre propre boîte mail. Donc vous recevez un mail de votre boîte, vous cliquez dessus, vous l'ouvrez, et puis là ils vous demandent de payer, sinon ils vont divulguer à tous vos contacts, etc. Mais c'est de l'intimidation, pardon, et ils font rien derrière. Donc il faut surtout pas répondre à ça. Le problème, ils ont bien mentionné mon mot de passe, c'est ce qui m'intrigue le plus, en fait. Bah oui, vous savez, c'est le piratage, c'est comme ça. Donc ils accèdent après à une partie, mais il faut surtout pas répondre et surtout pas payer. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen? Non, je compte pas le faire, en tout cas. Oui, c'est préférable, Jamel. Merci beaucoup, Jamel, en tout cas. Je vous remercie pour vous m'avez rassuré, en tout cas. Très bien, bonne soirée. Bonne soirée à vous, Jamel. 01 40 33 9000, si vous voulez poser des questions, profitez de la présence de Sacha Savic. Oui, ça va pas y arriver, Je pense qu'il va falloir une heure pour que je m'y habitue. RGPD conforme, c'est plus simple. Voilà. Mais non, mais bon, vous avez un prénom, un nom, quand même. Une identité. Oui, c'est vrai. Bon, quand même. Non, mais cela pose la question aussi. Est-ce qu'il y a moyen de savoir, quand on reçoit des mails, on en reçoit beaucoup, tous sur cette table par jour. Est-ce qu'il y a moyen de savoir quel type de mail il faut absolument pas ouvrir?
C'est compliqué. Bon, déjà, si vous recevez un mail de votre propre boîte mail, comme notre ami Jamel, il faut surtout pas le faire. Après, bon, bah, ils usent de différentes ruses, donc c'est compliqué. Mais maintenant, voilà, si c'est pas des gens que vous connaissez, il vaut mieux pas le faire, quoi. Ouais. Alors, autre question aussi, je suppose que beaucoup aussi se reconnaissent là-dedans. Vous êtes chez un opérateur, on va prendre Free en exemple. Vous recevez un mail de Free qui vous indique qu'il y a eu un retard de paiement sur votre facture, et donc vous cliquez sur le lien et là il vous demande d'entrer votre carte bleue. Et alors ce qui est étrange, c'est que le site en question, ça ressemble au site de Free, quoi, avec vraiment presque à la perfection, j'ai envie de dire, sauf que c'est pas Free, et Free ne demande jamais la carte bleue pour ce type de truc. Donc bien sûr. Oui, mais bon, quand on est quelqu'un qui est pas forcément connaisseur dans le truc, on se dit je vais envie de payer ma facture, j'ai pas envie de devoir de l'argent, donc je paye. Et alors c'est fini. Ah bah là c'est fini. Moi je vous donne un exemple avec le RGPD. Il y a un médecin récemment qui a reçu un courrier, pareil, d'un organisme soi-disant officiel qui demandait de payer, je crois que c'était 700 €. C'est publié sur le site de la CNIL pour se mettre en conformité à ce règlement. Et donc la personne a payé, le médecin a payé. Et puis derrière, bah, bien évidemment, il a jamais revu son argent. Donc il faut être vigilant. La CNIL, les États publics ne demandent jamais de payer pour la mise en conformité ou autre chose, bien évidemment. Et dans ce cas-là, une fois que les données, enfin en tout cas les coordonnées bancaires ont été divulguées, ça reste les mêmes. Bon, après, si effectivement il y a opposition, ça change. Mais comment on peut prouver que il y a eu arnaque, en fait, si je puis dire? Comment on peut le prouver? Après, vous donnez votre carte bleue, vous donnez les coordonnées, donc forcément. Après, c'est fichu. Et même si c'est quelqu'un d'autre, bien sûr. Oui. Après, il faut. Après, voilà. Bon, après, il faut se rapprocher de la banque. Il y a des assurances, vous pouvez vous faire rembourser, mais généralement, c'est la croix et la bannière, oui. 01 40 33 9000 pour vos questions. On va accueillir Nordine, mais juste avant que j'oublie ma question, parce que moi, ça m'est arrivé tout à l'heure. Vous disiez oui, vous risquez rien par rapport au fait que l'individu puisse rentrer sur votre ordinateur. Ça m'est arrivé il y a quelques années, il y a 2-3 ans, où un truc est rentré dans mon ordinateur et me demandait de payer, sinon mon ordinateur est complètement détruit. Et au fur et à mesure, le message apparaissait de plus en plus. Il a fallu que je dégage ce virus de salopard. Oui. Qui m'a vraiment très ennuyé. Ça, c'est un autre sujet. Oui. C'est pas mais ça m'a embêté, ça. Ah bah oui, effectivement, oui. Et c'était sur PC, je le précise. Et pourquoi c'est un autre sujet? Moi, j'aurais justement pensé que ça. Là, c'est parce que vous téléchargez. Souvent des applications gratuites ou comme Word, Excel ou d'autres choses. Et puis derrière, en fait, il y a un antivirus, il y a un virus qui se télécharge sur votre PC. Et puis là, vous êtes marron, si vous n'avez pas un bon antivirus comme Kaspersky ou autre. Eh ben là, c'est. Il me demandait, je sais plus combien de dollars le. Ouais. Bon, j'ai pas payé évidemment. Nordine qui nous appelle de Paris, il a une société de service à la personne et il souhaiterait vous poser une question. Nordine, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Nordine. Bonsoir et bienvenue Nordine, on vous écoute pour votre question. Alors, je suis tombé sur cette émission où on parle de protection de données. Donc, en effet, moi je suis à la tête d'une société de service à la personne. J'emploie j'emploie aujourd'hui 34 personnes. Mes effectifs sont appelés à la hausse dans les prochains mois, compte tenu du volume d'activité. Et donc, alors si j'ai bien compris, en fait, moi je détiens des données, évidemment, les données de mes salariés, etc. Je voudrais savoir en quoi je suis concerné par ce règlement, parce que c'est par cette réglementation, je sais pas comment il faut l'appeler. Parce en que quoi il est concerné par le RGPD? Voilà, c'est ça la question. Si vous voulez, aujourd'hui, les entreprises de toute taille sont concernées par ce règlement. À partir du moment où vous détenez des données, comme des noms, des prénoms, des coordonnées bancaires, des informations personnelles, juridiques, eh bien, vous devez vous conformer à ce règlement, en fait. Donc là, dans votre cas, quel est le processus? Vous avez. Alors, oui, justement, comment est-ce qu'on fait pour ça? Parce que moi, c'est la première fois que je tombe des nues là. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui. Enfin, la première fois. Oui, c'est en tout cas en termes d'obligation, c'est la première fois que j'entends parler de cette. Si j'ai bien compris, c'est une obligation.
Voilà, c'est le règlement général sur la protection des données est un règlement, il est obligatoire pour toutes les entreprises européennes en fait. Et le processus, en tout cas, c'est la mise en place de 6 points. Il faut nommer un pilote auprès des organismes de contrôle. Si vous avez bien évidemment 250 salariés et plus, mais il faut mettre en place des registres, il faut sécuriser vos données, il faut changer vos mentions légales, les conditions générales de vente. Ouais, mais il fait comment, Sacha? Tout ça. Il faut le contacter. Justement, c'est comment on fait le mode opératoire. Voilà, le mode opératoire, parce que Nordine, il a 34 salariés, il connaît pas. Moi, ce que je vous propose, Nordine, c'est de vous connecter sur notre plateforme qui est rgpdconforme.fr. Donc, alors, conforme, attendez, je vais noter, excusez-moi. RGPD conforme. RGPD conforme. C-O-N-F-O-R-M. Oui, conforme. Donc, conforme. Et vous créez votre espace et là, vous aurez un pré-audit gratuit, un état des lieux également de votre conformité. Et derrière, on pourra mettre en place tous les outils nécessaires. Nous gérons la conformité dans son intégralité. Nous faisons les audits, nous formons votre personnel, nous créons vos registres, nous refons toutes vos conditions générales, toutes les mentions légales. Nous vous fournissons tous les supports nécessaires, bien évidemment. Nous faisons les bilans en fin d'année également. Et vous avez accès via votre plateforme avec un login et un mot de passe à tous vos documents en fait juridiques. Voilà. Et à côté, voilà, vous avez un abonnement. Là aujourd'hui, vous avez une quinzaine de salariés, c'est ça? Non, j'ai aujourd'hui 35, on va dire 35 salariés. Ouais, je prévois d'en embaucher 7-8 dans la prochaine quinzaine. Ouais. D'accord. On a de nouveaux contrats et donc on est appelé à très court terme là, dans les 3 mois, à être une cinquantaine environ. Ouais. Voilà. Il est concerné lui. Oui, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Bon, voilà, donc RGPD conforme. Sans E à la fin. Sans E à la fin, sans E. Pour le conforme, voilà. .fr. Ah, sans eux. Oui. Non, les œufs, c'est mauvais pour la santé, vous savez. Merci beaucoup, mon Nordine, et bon courage. Merci. Comme quoi, vous avez bien fait d'écouter France Maghreb 2, ça a servi à quelque chose aujourd'hui. Écoutez, oui, franchement. Comme tous les jours, vraiment. Merci, Nordine, à bientôt. Nordine. 01 40 33 9000, vous êtes peut-être chef d'entreprise ou un simple salarié. Tiens, moi, je détiens le numéro de carte bleue de Faiza. Qu'est-ce que je risque si je le fais fuiter sur Internet? J'arrive tout de suite. Non, t'as pas le temps, je me suis barré déjà. Qu'est-ce que je risque? Non, mais sincèrement, qu'est-ce que je risque? Là, l'emprisonnement, et puis bon, il n'y a pas que le RGPD là qui va vous tomber dessus. Le HEPS, qu'est-ce que ça fait? Voilà, exactement. Bon, d'accord alors. Ok, j'efface donc le message que tu m'as envoyé tout à l'heure. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Je vois que ça intéresse beaucoup de gens et c'est très intéressant pour vos questions en direct au 01 40 33 9000 bien entendu. Donc on rappelle peut-être à ceux qui viennent de nous rejoindre, qui sortent du travail, parce que ça afflue, c'est massif à cette heure-ci à la radio. Sacha Savic, c'est que vous déconseillez quand on utilise son téléphone de vous connecter à une Wi-Fi publique, Wi-Fi ouverte, parce que c'est le meilleur moyen où on peut se faire aspirer ses données importantes, des trucs qu'on détient dans son téléphone et qu'on n'a pas forcément envie que ça soit connu par les autres. Par exemple, des numéros de carte bleue, d'ailleurs à éviter. Des numéros de carte bleue, c'est qu'il y a des applications. Maintenant, on peut payer même avec son téléphone. C'est à éviter ce genre de truc. Non, parce qu'après les applications avec le téléphone sont limitées. Vous pouvez payer jusqu'à 15, 20, 30 euros. Donc allez, voilà, même s'il y a un problème, on perd 15, 20, 30 balles, quoi. D'accord. Donc Morad, est avec nous depuis Bobigny. Bonsoir Morad. Ouais, salut Christophe. Déjà un grand bravo pour ton émission. Merci que Morad. Je suis depuis quelques années, donc toujours au top, c'est bien. Merci Faut continuer comme ça. Ouais, on va tâcher et on va faire mieux. Je vous dis rien, mais j'ai tellement envie de vous le dire, mais bon. Allez-y Morad. Non, je dis rien. Surprise. Okay. J'avais une petite question là, en fait, Morad, par rapport au VPN. Qu'est-ce qu'ils pensent de votre spécialiste là? Aujourd'hui, votre invité, qu'est-ce qu'il pense des VPN justement par rapport à la protection des données? Est-ce que c'est quelque chose de fiable? C'est quoi les VPN d'abord? Moi je connais pas, c'est quoi les VPN? Le VPN, c'est ça? VPN? Les VPN, oui, tout à fait. Les VPN, c'est un tunnel qui, en quelque sorte, camoufle ton adresse IP en fait. Oui. Alors Sacha? Honnêtement, je connais pas. Donc je voudrais pas vous induire en erreur. Ça me surprend. C'est Virtual Private Network. La signification. Oui, tout à fait, mais après, je connais le VPN dans l'absolu, mais après, est-ce que c'est vraiment fiable, est-ce que c'est vraiment sécurisé? Je veux pas vous induire en erreur, quoi. Ouais, donc quand on sait pas, il faut savoir dire non aussi, n'est-ce pas? Okay. Bon, désolé,
Désolé, on aura essayé. Non, mais c'est bien, au moins. C'est bien, faut continuer comme ça, d'informer les gens, c'est toujours au top, Christophe, parfait. Merci mon gars, à bientôt. Merci. Bon, on suivra le ramadan ensemble, hein. Y a pas de souci, t'inquiète. Ouais, on sera en pleine forme, vous allez voir. Très agressif. Non, pas du tout. 01 40 33 9000. Non, mais pour ceux qui fument, c'est un drame, hein, faut le dire. Voilà. Alors. Ouais. Il y aura le LGF pendant le ramadan? Tiens, Faiza se réveille. Non mais tu sais, le ramadan, on s'arrête pas de travailler, hein, la vie continue, Faiza. Heureusement. On va être fatigué, on va être faible, là. Non, on va pas être faible, on va être au top, t'inquiète. On fera des émissions sur les gâteaux et tout, tranquille, parce que sinon, on va pas y arriver. Bon, alors aujourd'hui, on parle des RGPD. Hein. Donc vous avez compris, RGPD. Vous êtes une entreprise petite, moyenne ou un peu plus grande et vous devez de vous conformer à cette nouvelle règle. C'est obligatoire. Et s'il y a des fuites quelconques, le chef d'entreprise, si j'ai bien compris, hein, est responsable. Oui, totalement, oui. Totalement responsable, pénalement punissable. Bah oui, c'est 4% du chiffre d'affaires, 20 millions d'euros, 5 ans d'emprisonnement. Les peines sont cumulables. Hein, on peut aller aussi au pénal jusqu'à 1 500 000 € en plus. Donc c'est voilà. C'est pas rien, quoi. Mais là, à l'image de notre auditeur, je crois que c'est Nordine, oui. J'ai l'impression que c'est pas si connu que ça en fin de compte, hein, des chefs. Justement, oui, effectivement. Si vous voulez, nous on a avant toute chose un devoir d'information. Oui. On essaie aussi de banaliser le discours parce que bon, effectivement, on est vraiment dans le juridique. Hein, il y a 99 normes. Alors vous avez des centres de formation qui proposent des formations de 2 jours et demi, 3 jours, qui coûtent entre 2500 et 3000 € et ils forment les dirigeants d'entreprise, mais après le dirigeant au bout de 3 jours, il devient pas juriste. Et puis il va se retrouver face à lui-même. Il va devoir mettre en place sa protection informatique. Il va devoir revoir toute la partie juridique puisque la conformité du RGPD, c'est une conformité juridique mais également informatique. Donc il faut avoir néanmoins les deux notions, quoi. Est-ce que vous savez hacker, Sacha? Non. Est-ce que je vous demande d'aller dans l'ordinateur de Faiza? On est capable d'y aller ou pas? Honnêtement, si j'ai pas son code, j'y arriverai pas. Ouais, mais moi je pense que c'est le cas, il le dira pas. Hein. Ouais. C'est pas ce qu'il a aujourd'hui avec moi. Il veut ma carte bleue, son ordinateur, mon téléphone. La carte bancaire. Méfie-toi. On a une auditrice qui nous appelle, c'est un cabinet dentaire, pour être précis, qui souhaite avoir des renseignements. Bonsoir madame, quel est votre prénom, pardon? Jenna. Voilà. Jenna, vous nous appelez d'où, Jenna? Oui, bonsoir, du 94. Jenna. Du 94. On vous écoute pour vos renseignements que vous souhaitez avoir auprès de notre invité qui est avec nous. Parce que j'écoute attentivement ce qu'il se dit, parce qu'effectivement, sachant que nous sommes dans un cabinet dentaire, nous avons des données concernant les patients, concernant toute personne, mais c'est-à-dire que nous sommes aussi concernés, tout ce qui concerne le médical. C'est des données de santé, hein. Des données de santé, c'est encore plus... Oui, bien sûr. Ouais. Mais comment l'intervention se fait de quelle façon, en fait? Et qui, après, a accès à ces données-là, hormis nous? Bah non, mais il y a que vous qui avez accès à ces données-là. Nous, aujourd'hui, on va en fait mettre en place le process pour que vous puissiez en fait protéger ces données pour qu'elles soient en conformité avec ce fameux règlement. On va mettre en place différentes procédures et puis on va également créer tous les documents juridiques qui vont vous permettre de pouvoir être en conformité, mais également prouver votre conformité. Parce qu'il ne suffit pas d'être en conformité. Hein. Si demain vous avez un patient qui vous dit moi je veux voir mon dossier médical, vous avez 1 mois pour lui répondre, pas un jour de plus, et vous devez pour ça le répertorier dans un registre. Vous devez après faire un rapport et en fin d'année faire un bilan. Donc nous on va vous accompagner et on va mettre en place tous les outils nécessaires pour que vous puissiez justement respecter, on va dire la liberté de vos patients. En fait, vous avez trouvé le bon filon, Sacha. D'accord, très bien. Parce que là, j'entends ce que vous dites. En fait, ça fait un peu comme quand on prend, en fait, comment on appelle ça, des assurances sur la maison, parce que c'est un contrat par mois, c'est ça? Le déroulement, il se fait comment? Parce que vous intervenez. En fait, vous avez un forfait de mise en conformité
qui va comprendre en fait différentes choses, c'est-à-dire qu'on va faire un audit, un état des lieux de votre parc informationnel. On va mettre en place un logigramme des procédures informatiques et libertés. On va faire une analyse d'impact sur la vie privée si vous avez des données qui sont très sensibles et qui peuvent, au cas où il y a une cyberattaque ou un vol de données, si ça peut avoir de grosses conséquences, si vous voulez, sur l'individu. On va créer l'intégralité de vos registres, le registre des traitements de données, les registres des sous-traitants, les registres des demandes d'accès et des violations de données, parce que demain, si quelqu'un vole ces données-là parce qu'il va pirater un PC ou qu'il va prendre une clé USB qui est sur le coin d'un bureau, vous avez 72 heures pour prévenir la CNIL et vous devez le répertorier en fait dans un registre qui s'appelle le registre des violations de données. Remplir un document CERFA qu'il faut envoyer à la Commission nationale informatique et liberté. Donc on va mettre tout ça en place on va mettre à jour en fait les contrats de travail, vos conditions générales de vente et d'utilisation, les mentions légales, tous les contrats que vous avez passés avec vos sous-traitants, parce que il ne suffit pas en plus, et bon, je veux pas vous faire peur, hein, c'est que vous vous mettiez vous en conformité, mais il faut également que l'intégralité de vos sous-traitants soit en conformité à ce règlement. Parce que si vous êtes en conformité, qu'un sous-traitant, par exemple un hébergeur de données, lui n'est pas en conformité et qu'on arrive à voler les données via ce sous-traitant-là, comme vous êtes vous à l'origine de la collecte de la donnée, c'est vous qui allez prendre, pardon. Ah ouais. Bon, voilà, Géna. J'ai juste une question, Christophe. Attends, Géna, elle a pas fini. Oui, vas-y, Géna. Oui. Parce qu'effectivement, on travaille avec d'autres personnes pour les prothèses dentaires, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'obligatoirement, sachant que on doit leur donner les empreintes de nos patients, eux aussi, il faut que je m'assure que eux-mêmes sont en conformité. Soit en conformité, bien évidemment. Moi, j'aime pas les cabinets dentaires, Géna. Je préfère vous le dire tout de suite, je vous aime pas. Voilà. D'accord. Oui, ça c'est fait, c'est dit. Nous, on le fait pour nos clients, bien sûr. Oui, moi je les aime pas. Ils t'arrachent les dents, on se croirait chez le boucher, l'autre. Non, comme ça. Je vous assure. Maintenant, après, ça fait en fait comme une assurance où on souscrit avec vous tous les mois et en fait, vous nous missionnez pour gérer votre conformité, tout simplement, pour vous mettre en conformité et pour gérer après votre conformité. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à une plateforme via un login à mot de passe. Vous allez avoir tous vos outils et tous vos documents légaux que vous pourrez présenter en cas de contrôle ou en cas de demande d'un client, d'un patient ou d'un salarié, par exemple. Et nous allons générer les bilans, tous les ans, vos bilans réglementaires. Et on va vous représenter en fait pour l'intégralité de votre conformité. Merci Géna. Oui, pardon. Non, mais en fait, c'est comme un abonnement que je prendrai tous les mois avec vous et puis on continue comme une assurance. C'est comme un abonnement juridique, voilà, exactement. Un abonnement juridique. Vous avez vu comment il est trop classe, Sacha? Oui, très bien. Un abonnement juridique, c'est pour faire. Voilà, c'est de la diplomatie, ça. Oui. Il sait vendre, le mec, bravo. Merci beaucoup, en tout cas, Géna. À très bientôt. 01 40 33 9000. Merci, Géna. Dites donc, est-ce qu'il est conseillé de changer souvent ses mots de passe? Ah oui, il faut les changer au minimum 2 fois par an. Oh là là. Ah ouais? Il faut qu'ils aient quand on a 50 000 trucs et qu'on retient pas forcément les mots de passe, on finit par s'y perdre. Oui, mais bon, il faut au minimum 8 caractères. Minimum 8 caractères. Très bien. Oui. Vas-y Audrey, je t'en prie. Oui, je voulais juste savoir si en fait concrètement à court terme ou à moyen terme, même à long terme, mais bon là vu ce que vous dites, je pense que c'est d'ici peu de temps. Là visiblement peu sont au courant de tout ça, mais est-ce que les assurances peuvent refuser d'assurer justement un chef d'entreprise s'il n'est pas en conformité justement? Vous savez, aujourd'hui on parle les sociétés qui participent à des marchés publics par exemple, demain s'ils ne sont pas conformes au règlement général sur la protection des données, nous ne pourrons pas participer à ces marchés, par exemple. Donc ça va très loin. Sacha, c'est un véritable carton au standard, je tiens à vous le dire tout de suite. D'accord. Aslan, bonsoir. 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 Votre question, alors vous êtes dans une situation un peu particulière que vous souhaitez nous évoquer avec nous. Alors moi je vous explique, je fais partie d'un B2 étudiant à l'université de sciences d'Angers. Oui. Et ce B2 on a des adhérents, c'est-à-dire qu'on a leur prénom, leur nom de famille, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur adresse mail, etc. Et du coup je voulais demander qu'est-ce qu'on doit faire nous particulièrement avec ces données, quoi. Est-ce qu'on nous aussi on doit les sécuriser? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien évidemment. Vous devez vous mettre en conformité au règlement général sur la protection des données. C'est-à-dire qu'il faut créer des registres, comme je suis en train de le dire. Il faut mettre en place un système de sécurité de ces données. Et puis il faut mettre en place des outils qui vous permettent en fait de respecter les droits de ces adhérents, bien évidemment. Très bien, d'accord. Donc grâce à votre site RGPD conforme, on peut notamment
en tant que nous, en tant qu'association, bien sûr, on peut avoir ce type de bénéfice. Ah oui, bien évidemment. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous connecter au site et d'accéder à l'espace gratuit. Comme ça, vous allez avoir différentes infos, différents outils gratuits. Vous allez pouvoir communiquer, avec des juristes qui vont vous aider et qui vont vous permettre justement, d'entreprendre vos démarches de mise en conformité. Après, nous, c'est une solution globale. Donc, vous n'avez rien à faire. Voilà, en quelques clics, vous adhérez et derrière, après, on s'occupe de l'intégralité. On vous fait des préconisations. Service après-vente. Voilà, comme dit Jamel, on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien, voilà, mais nous, on s'occupe. Voilà. Merci Aslan, merci beaucoup. Bah, dites donc, moi, je suis assez effaré quand même. Je pensais pas que ça allait marcher autant. Mais vous allez sortir les chèques, hein, je vous dis, vous me devez au moins un bon resto. Un bon resto. Tu vas prendre des commissions. C'est clair. Attendez, on va pas se gêner. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sacha. Mais dernière question. Oui. Qui est en charge justement de ce type de communication et de faire connaître et savoir aux entreprises qu'elles ont cette obligation? Parce que j'ai l'impression que beaucoup tombent des nues aujourd'hui. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ils sont débordés. Oui, débordés ou pas, mais ils ont pas fait leur boulot. Mais voilà, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Après, comme vous le savez, nul est censé ignorer la loi. Donc. Oui, alors cette phrase, alors ça, j'aime bien cette phrase, mais bon. Il faut savoir que la loi existe. Voilà. Oui. C'est vrai aussi. Vous vous rendez compte quand même que des milliers de personnes, voire des millions, ont écouté France Maghreb 2, ne savaient pas, et qu'aujourd'hui ils vont peut-être se mettre en conformité par rapport à cette nouvelle réglementation RGPD, et qu'ils ne le savaient pas avant. Et donc voilà, c'est vrai, vous avez raison, nul n'est censé ignorer la loi, mais quand même. Merci beaucoup en tout cas, Sacha Savic. Merci à vous. À très bientôt. Et je rappelle donc le site, donc c'est www.rgpdconforme.fr. C'est ça. Tout à fait. Bon, merci. Merci beaucoup Sacha.